Salut les petits lapins. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un petit JDB sur les choses qu'on a pu faire ces derniers jours. Avant ça, j'ai deux choses à vous annoncer. Une première, c'est que demain soir, samedi à 20h30, on va faire un live ensemble avec Agnès. Il n'y aura que nous deux cette fois-ci. Et ce sera dans le but de répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. Donc je vous invite dès maintenant à mettre vos questions en commentaire et nous pendant le live, eh bien, on ira les chercher et on y répondra une par une. Alors il n'y a pas de question de tabou, hein, mais non, c'est pas tabou. Donc vous pouvez poser même des questions d'argent, on essaiera d'y répondre. Enfin, on y répondra dans la mesure de ce qu'on se rappelle aussi, hein, parce que je n'ai pas tous les chiffres, mais on pourra éventuellement aussi vous diriger vers des vidéos. Bref, on répondra à toutes vos questions demain. On fera, je pense, 2 heures, 2h30, quelque chose comme ça. Voilà. Et une deuxième chose, c'est que j'ai envie de vous raconter une histoire. Alors Agnès, elle ne le sait pas, mais moi j'ai cogité juste avant. Je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire d'il y a quelques années, quelques siècles sur l'échelle chronologique d'Internet. Et il y a eu une époque en fait où la musculation était devenue une niche sur YouTube et une niche qui a vraiment pris un gros essor. Il y a eu l'apparition de Thibaut InShape, il y a eu l'apparition de From Human to God, Jean-Ange le Musclé, etc., etc. Il y a eu un gros engouement pendant un moment pour la musculation. Et à ce moment-là, il y en a un qui a flairé la niche et qui a proposé une méthode naturelle, complètement à l'opposé de ce qui se faisait et qui s'appelait Lafay. La méthode Lafay. Alors il y en a peut-être qui se rappellent. Monsieur Lafay donc, a écrit un livre proposant de se muscler avec peu ou pas d'outils et de manière totalement naturelle parce que les vilaines machines de la salle de musculation avaient ça cassait les êtres humains, etc., etc. Alors il fallait faire ça, des dips avec des chaises, etc., etc. Enfin voilà, il nous avait expliqué finalement que ce qu'on faisait depuis très longtemps en musculation, c'était de la merde et qu'il fallait se tourner vers une musculation plus naturelle. Et donc, ça a marché, pendant un moment ça a marché, il a écrit un livre, donc comme je vous ai expliqué, il l'a vendu, il a été premier dans les ventes sur Amazon, il a fait un bon business comme ça. Il y avait plein de gens qui étaient fans en fait, qui étaient vraiment, ça tournait limite à la secte, et ils étaient vraiment complètement fanatisés, ils le protégeaient, prenaient sa défense, etc., etc. Enfin vraiment, ils avaient créé un micro-groupe comme ça, voilà. Et puis voilà. Et aujourd'hui, eh bien, le temps a fait son œuvre et on n'entend plus parler du tout. On n'entend plus parler du tout parce que c'était de la connerie, parce que c'était une mode, un truc de passage, quoi, et que finalement, ça se révélait totalement inefficace. Et les gens qui étaient réellement passionnés de musculation se retournaient aux salles, se muscler avec des vilaines machines pas naturelles, et on n'a plus jamais entendu parler de la méthode Lafay. Je vous laisse avec cette métaphore. Voilà mes petits lapins. Bon, maintenant je vais redescendre de ma petite ironie 2.0. On en est donc ici sur la Walipini. Voilà, donc on continue à avancer avec les pierres qu'on récolte ça et là. Donc on va aller voir un petit peu où on les prend, hein. Je vais te montrer un peu comment ont évolué les zones où on extrait les pierres. Donc là on a bien avancé, hein. On a commencé les murs d'accès de la pente qu'on voit ici. Donc monter avec des pierres plus petites, ce qui donne un résultat esthétique beaucoup plus joli, hein. Quand on travaille avec des pierres de taille moyenne, voire petite moyenne, enfin bon, j'ai les gabarits dans la tête, mais pas vous, mais ça donne des choses plus jolies, vous voyez. Quand on travaille avec ça, on est plutôt sur de l'enrochement et non pas sur du mur en pierre sèche. Et ça donne des gros creux comme ça, des choses qui sont pas très jolies. Et forcément, quand on arrive sur des pierres comme ça, qui ont une face plane, on arrive sur des choses beaucoup plus belles. Donc notre mur, je vous avais montré structurellement, ça fait 1 mètre de largeur, des grosses pierres. Alors ce qu'il faut faire attention, je vous en parle vite fait, du mur en pierre sèche, mais il faut éviter il faut croiser, un peu comme les parpaings. Les parpaings, vous les croisez à chaque fois. Donc vous voyez la prochaine pierre que je vais mettre, je vais faire en sorte qu'elle vienne sur ces deux, pour déjà éviter les coups de sabre, parce que c'est inesthétique. Un coup de sabre, en fait, c'est ça par exemple. Voilà. Mais après en pierre sèche, c'est pas... Voilà. Mais il faut éviter ça, et puis aussi pour que structurellement ça soit plus solidaire, donc plus solide. Et au fur et à mesure qu'on monte, ça je l'ai expliqué, on remplit de petites pierres. Donc là, quand on a ça, c'est parfait, parce que ça permet justement de combler tous les espaces derrière, et ça permet une très très bonne densité. Mais c'est pas toujours qu'on a beaucoup de petites pierres comme ça, il nous arrive de mettre des plus grosses,
et les plus grosses, par contre, eh ben, ça remplit plus vite, mais on a un mur moins dense. Bon, il faut essayer de varier avec tout ça. Après, c'est aussi en fonction de ce qu'on trouve. Vraiment, si on voulait faire du super grand travail, il faudrait finalement trier ces pierres. C'est-à-dire mettre tous les gros rochers sur un tas, les moyennes d'un autre côté, les petites, enfin voilà, vraiment faire un tri avec 3 ou 4 calibres. Et quand on a nos tas, eh bien on arrive et on monte le mur. Là, nous, on voit par exemple que eh bien on a des grosses pierres à la base, après des plus petites, des plus grosses, enfin, bon, en fonction de ce qu'on a trouvé. Bon, c'est pas très grave, ça nuit pas, je pense, à la solidité, mais quand on veut, enfin, je veux toujours faire mieux, et je pense que voilà, c'est une voie pour faire mieux, tout simplement. Bon, enfin, voilà. Donc du coup, ça fait beaucoup de pierres. Je sais pas combien de mètres cubes il y a. Je calculerai rapidement en mesurant, en faisant mes mesures pour vous donner une idée. Mais là, bon, on commence à en avoir pas mal. Ce qu'on peut voir aussi là, tu vois, c'est qu'on va se poser des questions de savoir comment est-ce qu'on va terminer. Hein. Donc là, à mon avis, on va mettre encore un rocher et puis remonter comme ça avec d'autres rochers pour essayer de terminer. On va voir comment est-ce que ça se passe. De toute façon, c'est toujours comme ça. Hein. Moi, j'entame, je vois comment ça fait, j'ajuste au fur et à mesure, et puis ça se passe comme ça se passe. De toute façon, après la charpente, tu la verras dans d'autres vidéos, ça sert à rien de m'étaler. Mais les murs en pierre sèche, de toute façon, il n'y a pas de secret, c'est la pratique. Voilà, c'est la pratique. Nous, on en a fait pas mal. Les premiers sont tombés. Hein. Ça, les premiers, c'était de la merde. C'était mal monté. Donc voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est surtout en fait les mettre dans le sens de la, pas les mettre dans le sens de la longueur, c'est-à-dire faire en sorte que la pierre, elle soit dans le mur en fait. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Vous avez le mur qui est comme ça, il faut que la pierre, elle soit comme ça. Voilà. Je sais pas si on comprend, c'est bon. Mais voilà, enfin bon, après on fait bien un peu comme on peut aussi. Hein. Voilà. Alors, je vous remontre, hein, de toute façon, je peux pas vous faire mieux. Hein, pour l'instant, ça bouge pas trop visuellement, hein, puisque on récolte. Donc là, on est en train de peaufiner cet endroit. Donc là, on a presque terminé le talus là. Hein. On voit que la zone est bientôt propre, donc je vais pouvoir m'occuper d'abattre cet arbre. Et puis ensuite, on va voir essayer un peu d'aplanir ici. Et l'idée là, c'est de mettre carton broyat, d'aller chercher de la palette et de faire des gros, tu vois, des gros trucs pour, enfin, comment t'expliquer, mettre plusieurs palettes, une ou deux palettes de chaque côté, hein, pour tenir des tas de bois. Hein, parce que là, on a fait beaucoup d'abattage, donc on se retrouve avec beaucoup de bois. Et le bois, bon, il faut pas qu'il traîne, donc on va le ranger sur des espèces d'installations comme ça. Et avant, comme je t'expliquais, mettre une surface propre, hein, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'herbe qui pousse, parce que on n'a pas envie de passer le débroussailleur entre les tas de bois, tout ça. Enfin bon, pour y tenir du mieux qu'on peut propre et naturellement. non, mais surtout à pas cher, parce que là, sinon, enfin voilà, ça serait ridicule de vouloir mettre du géotextile, mettre du gravier et tout, ça coûterait bien trop cher. Donc j'utilise mes tas de broyat comme ça, et je vais aller chercher du carton dans un magasin agricole. Là, j'y vais avec ma remorque, je prends un tas de carton, une remorque de carton, on enlève tous les scotch, ça prend un beau moment, on étale tout ça par terre, et après on met notre broyat. Enfin ça, vous connaissez. Voilà, donc là, on a bien tout lissé. Là, ceux qui se rappellent, là, enfin, de toute façon, je sais pas si vous vous rappelez bien de comment c'était, parce que ça a vite bougé, quoi. Il y avait 2-3 noisetiers, un merdier pas possible. Toute cette zone là, c'était des gravats, donc on voit que ça a été bien dégagé. Bon, il y a du gros boulot, quoi. Donc lui là, tout à l'heure, il va tomber, je vais m'en occuper. Et puis voilà, donc ce qu'on a fait aussi, c'est ce que je disais dans le dernier JDB, c'était élaguer les noisetiers. Donc on a élagué une quinzaine de noisetiers, il me semble bien. 17 au total, Agnès. Ouais. Donc des jeunes et des moins jeunes. Donc les deux qui étaient là, hein, ils ont sauté, ceux-là. Donc il y en avait un ici et l'autre là-bas. De manière donc à faire en sorte que ces noisetiers-là, ils fassent moins d'ombre aux zones potagères. Puis surtout qu'on les tienne à l'état d'arbuste. Hein. Donc ça, c'est pour limiter le fait qu'il y ait beaucoup de feuilles qui tombent. Et puis pour que ce soit plus joli et ça fasse moins d'ombre au potager, comme je disais. Donc voilà, donc là c'est pareil, là je vais me chercher je pense dans un certain temps je vais m'acheter une perche d'élagage pour pas me faire chier, une style avec la batterie, les AP200 que j'ai. Comme ça là, hop, avec ma perche, là, tac tac, zip zip zip, hop, en 2-2 c'est fait, pas besoin de s'emmerder. Je pense que j'achèterai ça, un de ces quatre. On va monter. Et donc là c'était la zone qu'on avait commencé à nettoyer le dernier coup. Donc je t'avais montré, on avait coupé les arbres un peu derrière la ruine, on avait passé un coup de débroussailleuse et là on a continué, on a fini de couper les arbres et on a même commencé à dégager un peu la ruine, mais on va aller voir.
Ah, je vais essayer de pas cracher sur cette vidéo. Du coup. Ah, est-ce que je vous ai épargné bien des choses, mes petits lapins. Vous imaginez pas. Je mets de l'eau dans mon vin. Hein? De quoi, de mettre de l'eau dans son vin? Ouais. Ah oui, c'est pas terrible ça. Voilà, alors, on vous avait laissé que il nous restait quelques noisetiers à tomber juste là. Donc ça a été fait. Boulot, noisetier, tout ça, ça a été tombé. Coup de débroussailleur tout autour. On se retrouve avec une surface nette, avec un très très gros tas de broyage. Je pense qu'il y a bien 2 mètres cubes à peu près. Peut-être, ouais, 2 mètres cubes. Un bon petit tas de bois. Donc là, bon, c'est pas du super bois. Un noisetier, boulot, ça va brûler très vite. Mais c'est pas plus mal. La dernière fois, je disais que le noisetier, c'était de la cagette. C'est de la cagette, effectivement. Mais des fois, c'est bien, en particulier pour faire la cuisine. Quand on veut amener à quand on veut amener à température très élevée et très rapidement la cuisinière, ça peut être intéressant justement d'alimenter un petit bois qui va brûler très vite. Voilà. Voilà, donc comme je t'expliquais, faire la zone de bois là-bas, ça nous enlèverait ça. Ça nous permettrait d'avoir plus de place pour travailler ici. Donc là, tu vois, on a commencé à enlever la merde qui est là. Donc pas mal de parpaings, pas mal de briques, pas mal de tout, de terre aussi. Et on a commencé à remblayer ici. Donc pour faire cet accotement dont je te parlais. Donc là, qu'est-ce qui nous coince? Eh bien c'est surtout la souche et le linteau. Donc là, j'essaye de faire en sorte d'y rendre bien accessible, bien propre, de manière à ce que quand Raymond il va venir, on se fasse pas chier. Hein, parce que quand je demande de l'aide, je fais en sorte que les gens ils en chient pas. Parce que c'est déjà assez pas pénible. Enfin si, c'est pénible hein, pour les gens de venir aider chez d'autres. Donc je fais en sorte que quand les gens viennent chez moi, eh ben, ce ne soit pas pour en chier comme des Russes et que le travail se fasse bien. C'est une question de respect, ça. Voilà, ça c'est important parce que je subis aussi des fois et voilà. Quand vous avez besoin d'un coup de main, vous faites en sorte que d'organiser le chantier, même le déménagement, ça. Quand on arrive chez quelqu'un, qu'il faut démonter les meubles, qu'il n'y a pas un carton de fée, ça c'est n'importe quoi. Agnès, elle connaît. Je sais pas pourquoi je parle de ça, mais bon, c'est pas grave. Bon, enfin bref, donc. Non, non, mais toi, tu as jamais fait ça, toi. Non, toi, ma femme, elle est organisée, elle est carrée. C'est pour ça que c'est ma femme, d'ailleurs. Donc, bon, je vais demander à Raymond là, de venir tirer ça parce que moi, j'ai pas la puissance adéquate. Et puis voilà. Donc là, ce qu'on peut remarquer, et je vais finir là-dessus, c'est que donc on a cet accotement qu'on est en train de créer. Et là, je sais pas si on voit bien le relief, il me semble à l'image, c'est pas flagrant. Mais donc, on a cet accotement. Là, on voit qu'on a potentiellement un plat qui pourrait faire comme ça. Et là, on a aussi potentiellement, tu vois, quelque chose qui pourrait s'apparenter un peu à une terrasse. Donc l'idée là que j'ai moi, ça serait justement de faire 3 estrades. Une première là où je mettrais ma cuve souple, une seconde là, puis une troisième. Et là après là j'ai plein d'idées, mais bon ça ne sera pas pour tout de suite évidemment. Mais j'aimerais bien faire donc des estrades avec des murs en pierre sèche et mettre des arbres fruitiers dont la chaleur en fait rayonnerait sur ces murs pour pouvoir les faire fructifier, etc. Donc voilà, donc j'ai plein d'idées de toute façon pour ce qui est de l'aménagement du terrain. Je me lève, de toute façon j'ai 50 idées, moi j'ai envie de faire plein de trucs. C'est ça aussi la passion que j'ai pour ce projet. C'est vraiment, moi je suis vraiment passionné. Hein. Il y a plein de gens qui me posent des questions là sur le fait si j'ai besoin de prendre des vacances, des fois je me sens prisonnier de mon projet. Enfin, je vous répondrai un peu mieux dans le live, mais je suis passionné par ce que je fais, je suis totalement... Enfin voilà, tu peux pas demander à un passionné s'il est lassé de sa passion, ça n'existe pas, quoi. Voilà, donc voilà où j'en suis, voilà où nous en sommes, pardon, parce que là, sinon ça va pas le faire. Et pourquoi est-ce que... Alors oui, juste je termine cette fois-ci, vraiment je termine. Voilà, donc là on est sur un chemin de randonnée, ce que j'aime, c'est qu'il y ait une belle visibilité, parce que je veux que les randonneurs, quand ils passent devant chez moi, ils s'arrêtent et ils regardent ce qu'on a fait. Et je veux aussi, donc là c'est un peu par orgueil et vanité, parce que moi aussi, tu vois, quand j'arrive ici, je suis très fier de ce que j'ai fait, j'ai envie de le voir. Et je pense que tu vois, c'est un peu une carte postale, je sais pas comment t'expliquer, mais tu vois, tu arrives là, tu vois tout ça, tu te dis ah ouais, ça c'est chouette, j'aimerais faire ça. Tu vois, ça va inspirer, ça va peut-être encourager les gens à faire ce genre de choses, et c'est là tout l'intérêt. Et puis aussi, ce que j'aime, c'est que ça peut susciter un intérêt entre guillemets touristique pour ma commune, et ça, je trouve ça vraiment bien. Je trouve que c'est une bonne chose.
Et une dernière chose aussi que j'apprécie beaucoup, c'est que les gens ici sont très enthousiastes de notre travail. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voit des voisins, des gens, eh bien toujours ce qui ressort, c'est ah, c'est magnifique ce que vous avez vachement travaillé, vraiment vous en avez fait quelque chose. À chaque fois qu'on vient avec quelque chose qui a changé, enfin bref, il y a vraiment enfin voilà, c'est super agréable de se faire complimenter comme ça, hein, évidemment. Et puis je sais pas, moi voilà, j'ai l'impression vraiment de donner à cet endroit ce qu'il mérite. Voilà, parce qu'avant, ça a eu été tout un village. Et moi, ce que j'essaie de recréer, c'est plus ou moins ce qu'il pouvait y avoir. C'est pour ça que je respecte tous les chemins qui existaient, l'emplacement de la source, tout ça. Moi, à l'avenir, je veux vraiment que voilà, ce soit Chanteloube. Ce soit le lieu-dit de Chanteloube. Voilà, donc bon. De toute façon, l'été prochain, certainement, mais vous pourrez venir. De toute façon, hein, cette voie n'est pas privée, hein, donc vous pouvez tout à fait faire votre randonnée, vous arrêter ici et contempler mon œuvre. Voilà mes petits lapins, donc on se retrouve demain soir à 20h30. Sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas, alors je vais faire un peu de forçage dans les prochaines vidéos, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. N'oubliez pas bien évidemment de vous abonner, hein, c'est important, et de mettre des pouces bleus. Tout ça, ça participe eh bien, à augmenter l'audience et la visibilité que la chaîne Projet Liberté peut avoir, et donc proposer eh bien, quelque chose dans le milieu de l'autonomie. Voilà, je vous dis à la prochaine et bisous mes petits lapins.